Ça fait quelques jours que YouTube me suggère en boucle cette vidéo, et hier soir j'ai décidé de céder à l'algorithme. Je n'aurais pas dû. Parce que c'est une vidéo qui parle de la dette, j'en parle suffisamment sur ma chaîne pour m'infliger d'autres choses concernant ce truc-là. Mais en plus c'est une vidéo réalisée par deux gauchistes, vu la structure de la vidéo, je pense qu'ils ne peuvent pas m'en vouloir de les désigner comme tels. La vidéo en question fait plus de 32 minutes, donc la mienne fera au moins ça, je ne vais pas trop laisser traîner l'introduction. Je leur laisse la parole. Oh là là, quel cata le vote du budget. T'as vu, il y a quelques semaines, la proposition a été rejetée par la quasi-totalité de l'hémicycle. Il y a eu qu'un seul vote pour. C'est la première fois qu'une proposition de budget est rejetée à ce point. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Et je sais pas si t'as vu passer ça là. Ah oui, allez, petit extrait de Michael Zemmour. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir son avis sur la question du budget. Et donc, le maintien de ce cap-là, la politique de l'offre, la réduction du déficit à ce rythme rapide, ça peut être un facteur de fragilité aussi au final pour les finances publiques. Non, mais on s'en fiche de ce qu'il dit. Regarde les chiffres qui défilent à côté de lui là. C'est notre dette qui augmente en direct. Ça fait beaucoup de chiffres là, non? Non, mais mettre des chiffres qui défilent comme ça, faut les rapporter à d'autres indicateurs, sinon tu... Non, mais... Alors jusqu'à maintenant, pas grand chose à dire. En effet, on n'en a rien à faire de ce que raconte Zemmour. Et le chiffre de la dette, il faut en effet le rapporter à quelque chose, sinon ça veut pas dire grand chose. Si les États-Unis avaient notre dette, bon, ça serait pas trop grave pour eux. Et généralement, on fait quelque chose d'assez imparfait puisqu'on compare du stock et du flux, mais on rapporte la dette au PIB. Je reviens dessus juste après. Mais peu importe, il n'y a pas de croissance. Ça veut dire qu'on s'endette, mais on crée même pas de nouvelles richesses. Franchement, si la France était une entreprise, ce serait le moment de déposer le bilan. Non. Eh bah, si, promis. Comme je viens de vous le dire, généralement, on rapporte la dette au PIB. On fait dette divisée par PIB, pour se donner une idée un peu de à quel point on est endetté. En France, on tourne de 115% du PIB pour la dette. Pour les entreprises, comment est-ce qu'on mesure la dette? Par quoi est-ce qu'on divise ici là? Si on voulait prendre exactement la même logique que ce qu'on fait pour les pays, on diviserait la dette par le chiffre d'affaires. Le chiffre réalisé par l'entreprise de tout ce qu'elle vend par exemple, ou de tous les services qu'elle arrive à vendre aussi, n'importe. Sauf qu'on fait pas ça, on divise pas par le chiffre d'affaires, on divise par les bénéfices. Donc ce qui rentre réellement dans la poche de l'entreprise. Ça exclut les salaires, les coûts de fonctionnement, etc. etc. Et donc il n'est pas hors du commun de voir des entreprises qui sont endettées à 800%, 1000%. Des choses comme ça. Ça veut dire que si leurs bénéfices ne bougeaient pas du tout pendant X années, dans le cas de 800% d'endettement, il leur faudrait 8 ans pour rembourser leur dette. Ce qui est une des très très rares fois où comparer le stock et le flux c'est pas débile, ça permet de se dire en tant de temps je pourrais rembourser ma dette. Si on applique exactement la même logique à n'importe quel pays, mais dans notre cas à la France, qu'on prend la dette et qu'on divise par les bénéfices, parce que la France est en déficit, on arrive à un taux d'endettement de moins 1900%. C'est-à-dire que si notre déficit ne bougeait pas, il faudrait remonter dans le temps de 19 ans pour arriver à rembourser notre dette. Généralement, pour une entreprise, dans ces cas-là, la banque qui lui a prêté de l'argent est en droit de se dire que, je reverrai sûrement jamais mon argent. En particulier quand ça fait quelques années que l'entreprise est en déficit. Une fois de temps en temps, ça peut arriver, mais dans le cas de la France, ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Donc si la France était une entreprise, ça ferait un petit moment qu'elle aurait mis la clé sous la porte. La France va mal. L'augmentation de la charge de la dette, c'est-à-dire le montant des intérêts que l'État doit verser à ses créanciers. Elle s'élève déjà à 59 milliards d'euros en 2024, soit plus que le budget de la défense. Et c'est ce qui correspond à 232 années de revenus du footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Et tiens, tu vois, tu voulais une comparaison. Eh ben voilà. Rien que nos intérêts, c'est 232 Ronaldo. Alors t'imagines notre dette? Ça doit faire au moins 3 x 4, 9... beaucoup de Ronaldo. Alors, comparé à des Ronaldo, c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Mais c'est vrai que c'est pas la joie. On le voit sur ce graphique, la dette française grimpe depuis toujours, on dirait. Et puis, les taux d'emprunt sont remontés depuis le Covid. Ils sont rendus à 3,5%. Avec une dette à un niveau record de 113% du PIB, forcément, la charge de la dette est une grosse dépense dans le budget. Pire, ce ne sont que les taux français qui grimpent autant. Nous, on est à 3,5, mais l'Allemagne, elle est quasi un point en dessous, à 2,6% seulement. Même la Grèce, elle emprunte pour moins cher que nous, à 3,3%. C'est facile, personne fait pire que la France en Europe. Il y a l'Italie qui fait comme nous à 3,5, mais personne ne fait moins bien. On est vraiment les derniers de la classe. Pour chipoter un peu, si on n'arrondit pas au dixième de pourcentage, mais au centième de pourcentage, la France est quelques centièmes de pourcentage au-dessus de l'Italie. Donc si on n'arrondit pas au dixième de pourcentage, on est en réalité tout seul au top en termes de taux d'intérêt. Pire, la note française qui a été réduite par 2 agences de notation. L'une des plus grosses agences de notation, Standard & Poor's, a baissé la note de la France de A à A+, en clair de qualité élevée à qualité supérieure moyenne. Chez Moody's, la 3e grosse agence de notation, notre note n'a pas bougé, toujours équivalent de double A-, mais
Pire quand même, notre perspective est passée de stable à négative. Négative, hein. Vous vous rendez compte, c'est l'opposé de positif. Conclusion, il faut serrer la ceinture. Il n'y a plus le choix, la dette est à son paroxysme, les taux sont hyper élevés, les marchés ne nous font plus confiance, le déficit public était de 5,8% du PIB en 2024. Si on exclut les périodes de crise économique, genre le Covid, les subprimes, le système monétaire européen, là, début 90, le déficit n'a jamais été aussi massif. Non mais là c'est très très clair, hein. On chie complètement dans la colle. La France vit au-dessus de ses moyens. Et donc... Nous devons, dans le cadre budgétaire global, garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB. C'est une priorité absolue, ça pose la question évidemment des économies, notamment des économies de court terme. Voilà, faut réduire les dépenses publiques. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Elle est très bien cette vidéo en fait. Pourquoi il reste plus de 28 minutes? Bon là je vais faire les seuls compliments que je peux faire et que je vais faire pendant le reste de la vidéo. Jusqu'à maintenant, à part la petite glissade sur si la France était une entreprise, etc., globalement les faits sont corrects, c'est factuellement vrai, et la fausse conclusion de leur point de vue qu'ils ont présentée est correcte aussi, c'est la même conclusion que la mienne, donc forcément c'est bon. La vidéo est bien réalisée, l'image est de bonne qualité, le son est de bonne qualité, c'est bien illustré, tout ça. Et ils ont même mis leur source dans la description. Fin des compliments. Parce que jusqu'à maintenant, c'était en fait une espèce de petite mise en scène pour se moquer plus ou moins de la vie des droitards, les méchants droitards pas gentils qui veulent couper les dépenses, et donc les plus de 28 minutes qui restent, c'est leur réelle opinion. Et bon, la qualité de la forme de la vidéo reste constante, ça reste joli, écoutable, etc. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est sur le plan factuel, sur le fond. Bon, on vous a convaincu ou pas là? Parce que là on a fait notre maximum, hein. J'ai bien aimé l'emphase sur la perspective négative, là, opposée à positif. Ouais, ça m'est venu comme ça. Quel talent. Alors, l'analyse qu'on vient de vous livrer, et surtout la conclusion en fait, le retour obligatoire de l'austérité, ça tient pas vraiment la route. La dernière fois que le milieu académique en économie a poussé pour l'austérité, c'était pendant la crise de l'euro en 2010-2012. Mais depuis, notamment depuis le mea culpa du FMI en 2013, plus personne ne défend l'austérité. Alors, puisqu'ils ont mis les sources dans la description, je peux aller chercher l'article qu'ils citent directement. Article qui raconte que les politiques d'austérité soient mauvaises pour la croissance et l'emploi, c'est désormais admis par la plupart des économistes. Bon, Libération, eux, ne donnent pas leurs sources par contre, hein. Mais qu'elles le soient encore plus qu'on ne le pensait, c'est ce qu'ont découvert deux d'entre eux, et pas les moindres. Olivier Blanchard, tiens, un habitué de la chaîne. Pour les spectateurs les plus récents d'entre vous, Olivier Blanchard, économiste au FMI, économiste néo-keynésien, et Daniel Lay, économiste dans la même institution. Les deux économistes détaillent leur thèse dans un article, parfait. Cet article-là, avec des belles formules mathématiques, et une analyse statistique. Je vous épargne le côté mathématique de la chose, vous pouvez juste savoir que, comme à son habitude, Monsieur Blanchard est quelqu'un d'assez brillant, quelqu'un de très compétent, et que donc sur l'aspect mathématique, j'ai pas trouvé grand-chose à dire. Tout ce que vous avez besoin de retenir de cette étude, c'est que les estimations du FMI de 2010 ont sous-estimé l'impact négatif de l'austérité. Et c'est tout. Dans cette étude, messieurs Blanchard et Lay n'établissent aucun lien de causalité, de corrélation ou de quelconque autre lien logique entre l'austérité et l'absence de croissance. Ce n'est tout simplement pas ce que fait l'étude. Elle dit juste que le FMI a mal fait ses estimations en 2010. Et même si l'étude faisait ce qu'il pense qu'elle fait, établir un lien de causalité entre l'austérité et l'absence de croissance, l'étude est sortie en 2012 en pleine période de crise. Et il n'y a pas besoin d'être le plus grand keynésien du monde pour constater que quand il y a moins de dépenses, il y a une contraction de l'économie. Quelle que soit l'origine de la dépense, publique ou privée. Et dans le cas de la dépense publique, vu qu'il y a un effet d'éviction, la dépense publique remplace la dépense privée, elle ne s'y ajoute pas. S'il y a en parallèle de la baisse des dépenses une baisse des impôts, cette contraction est temporaire. Ce qu'on peut commencer à voir en Argentine, ce qui fait que la Grèce se porte beaucoup mieux qu'en 2012, les exemples ne manquent pas. Pas de chance. Même notre journaliste économique préféré s'en faisait l'écho en 2012. Je constate que l'austérité ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'Europe s'enferme dans une espèce de piège où, à mesure qu'on demande de plus en plus d'efforts fiscaux ou d'économies de dépenses publiques aux pays concernés, l'Europe du Sud pour l'essentiel, sa base fiscale se rétracte et l'économie plonge dans une espèce de dépression. Ce qui ne veut pas... Vous noterez que François Langlais ne parlait pas uniquement des dépenses là-dedans. Il a dit efforts fiscaux. Sous-entendu, augmenter les impôts. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être le plus grand keynésien du monde pour se rendre compte que baisser les dépenses et augmenter les impôts, c'est juste moins d'argent qui va dans l'économie et qui reste dans les poches de l'État, et donc ça marche pas, évidemment. Baisser les dépenses et en parallèle baisser les impôts pour rendre de la liberté aux citoyens, ce n'est pas de l'austérité. Baisser les dépenses, augmenter les impôts, oui, ça c'est de l'austérité. Augmenter les dépenses et baisser les impôts, c'est se condamner
à l'esclavage par la dette, et augmenter les dépenses et augmenter les impôts, c'est les frites à la cantine. Pas dire que l'augmentation du poids de la dette n'est pas un problème qu'il faille régler. Simplement, ne prenons pas de raccourcis et essayons de bien comprendre ce qui se passe. Bah, les raccourcis, ça n'a pas l'air de vous gêner, manifestement. Citer un mauvais article de Libération, qui lui-même cite une étude qui ne raconte pas ce que l'article raconte, ça n'a pas l'air de vous déranger. Occulter complètement l'autre moitié de l'austérité, qui est l'augmentation des impôts, ça n'a pas l'air de vous déranger non plus. Donc, on reprend l'analyse de la situation, mais sans partir dans la panique. On va commencer par ces histoires de notes de la dette française, les double A, perspectives négatives et compagnie. Pour simplifier, la meilleure note, le triple A, c'est l'équivalent d'un 19 sur 20, hein, parce que bon, 20 sur 20, ça n'existe pas, et la moins bonne note, c'est 0 sur 20. La note de la France est passée de 16 à 15 sur 20 pour 2 des principales agences de notation en raison des instabilités politiques, et la troisième a maintenu à 16 sur 20, mais en rajoutant dans la marge, alors attention, essayez quand même de faire passer un budget, sinon j'aurais pas le choix que de faire comme les copains. Voilà, c'est ça la signification de la perspective négative. Alors, est-ce que c'est grave ? Eh ben, Alors déjà, sur leur système de notation, avant de passer à est-ce que c'est grave, ce qu'ils racontent, c'est que AAA c'est 19 sur 20, et après on perd 1 point par note inférieure. Sauf que non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ne serait-ce que sur les intitulés qu'ils donnent, qualité supérieure à la moyenne, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 11 sur 20. En réalité, le 10 commence pas au double B ou équivalent, il commence au triple B ou équivalent. Ne serait-ce que sur les intitulés. Ensuite, vu qu'on a parlé d'une étude de 2012, on va forcément penser à la Grèce. À votre avis, quelle était la note de la Grèce au moment où ils ont fait faillite ? C'était la note terrible de A, qui dans leur système est l'équivalent de 14 sur 20. Et chez S&P et Fitch, bientôt Moody's, un cran en dessous de nous. Et en fait, même par principe, ce système linéaire là, ça ignore complètement le mécanisme réel d'un surendettement. C'est la fameuse citation d'Hemingway, comment avez-vous fait faillite ? De deux manières, peu à peu, puis d'un coup. Si un pays a 10% de dette et 0,1% de déficit, bon, il est assez clairement en triple A. On peut multiplier son déficit par 10 et sa dette par 5, il restera en triple A. Maintenant, on prend un pays qui a 50% de dette et 2% de déficit tous les ans, il est toujours en triple A normalement. Par contre, là, au lieu de faire x5 et x10, on fait juste x2 et x2, il passe en quoi ? En AA, peut-être ? Et si le même pays pour qui on a fait x2, x2, après ça, on fait x1,5, x1,5, il est maximum en A-. Le risque lié au surendettement, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui est exponentiel. Au début, t'as énormément de marge, tu peux faire à peu près n'importe quoi, tant que tu te reprends, c'est pas très grave. Même quand la marge est plus faible, bon, t'as encore un peu de marge, donc ça va, on va pas te punir. Mais quand ta marge est très entamée, que tu montres aucune volonté de changer quoi que ce soit, et que ça continue de s'empirer, il suffit d'un changement beaucoup plus faible que ce que tu pouvais te permettre au début. On est à peine à 5 minutes, waouh. c'est 10 sur 20. En dessous de 10, ok, ce serait vraiment le caca. Parce que légalement, il y aurait des acteurs financiers qui n'auraient plus le droit de nous prêter. Prenez l'Italie. Ça se base sur le système de notation foireux, mais c'est à la fois faux et incomplet. Parce que pour reprendre l'exemple de la Grèce, normalement à 14 sur 20, ils ont été coupés des marchés, et en plus il n'y a pas besoin d'une obligation légale pour que des fonds d'investissement arrêtent d'acheter ta dette quand tu descends en dessous d'une certaine note. Il y a des fonds d'investissement qui n'achètent rien en dessous de double A-. Il y en a d'autres qui n'achètent rien en dessous de A-, il y en a d'autres qui n'achètent rien en dessous de triple B-. Je n'ai pas attendu que la France passe en A+, pour ne pas acheter de dette française. Par exemple, eux, ils ont entre 10 et 12 en fonction des agences. Bon, pour eux, c'est quand même un peu chaud. Ils peuvent pas se permettre de voir leur note baisser davantage. Mais quand on est à 15, 16, 17 ou 14 sur 20, on a de la marge en vrai. La note joue sur le taux d'emprunt, mais tant qu'on reste au-dessus de 10, ça nous coupe pas de la ligne de crédit des marchés financiers. Ensuite, il y a l'histoire du déficit public élevé, 5,8% du PIB. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir une grosse dette publique à 113% du PIB, plus des taux d'emprunt relativement élevés à 3,5%, c'est chiant. Ça pèse dans les dépenses publiques et ça creuse l'écart avec les recettes. Donc ça creuse le déficit. Mais rappelez-vous que depuis son arrivée au pouvoir, Macron a mené une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'il a coupé dans les recettes. Petit florilège. Baisse de l'impôt sur les sociétés, un coût de 11 milliards d'euros. Le CICE qui devient permanent via des allègements de cotisations patronales, ça c'est 3 milliards d'euros en moins. La baisse des impôts sur la production, 11 milliards d'euros. L'ISF qui devient l'IFI, 3 milliards d'euros. L'impôt sur les revenus du capital qui perd sa progressivité en devenant la flat tax, ça c'est 2 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, 16 milliards. La réforme du barème de l'impôt sur le revenu, 5 milliards. Ça en fait des milliards en moins pour boucler le budget. En tout, il y a aussi quelques hausses ici et là, mais c'est marginal. Ça faisait 44 milliards en moins en 2022. Parmi les 6 exemples qu'il donne, il y en a 2 qu'on peut vraiment qualifier de politique de l'offre. C'est la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse des impôts sur la production. 22 milliards.
Et allez, on va être généreux, on va dire que le CICE, ça permet de baisser le coût du travail pour les gens concernés, donc c'est aussi de la politique de l'offre. Donc 25 milliards. Les 4 autres, c'est ni vraiment de la politique de la demande, ni vraiment de la politique de l'offre. C'est juste une baisse d'impôt sur les ménages, qu'ils soient riches ou pauvres. Et cette baisse d'impôt de 25 milliards, c'est censé être le giga ultra sulfuro météoro néolibéralisme, une baisse de un peu plus de 1% des recettes. C'est sans compter que ce sont des coûts estimés et on sait à quel point Bercy est très très fort pour les estimations. Coucou aux 10 milliards de TVA qui ont disparu. Et sans compter les effets potentiels bénéfiques que ces choses ont pu avoir. Mais même avec ça, moins de 2% des recettes. C'est ça la clé de nos problèmes budgétaires actuels. Pour info, avec 44 milliards en plus, le déficit serait à 4,3% du PIB. Ce serait plus du tout catastrophique. Alors, Bah si, 4,3 ça reste énorme. C'est encore 40% de plus que l'objectif de 3% qui ne suffit toujours pas à rembourser la dette, vu notre croissance. certes, pour justifier ces coupes budgétaires, vous avez maintes fois entendu le fameux « oui, mais la France taxe plus que les autres pays européens ». Bah oui, elle taxe plus, mais elle donne plus aussi. Nos services publics sont parmi les plus égalitaires et redistributifs au monde. C'est un choix de société. Les marchés financiers nous interdisent pas du tout d'avoir un tel modèle. Simplement, il faut le financer par l'impôt. Ce que Macron a choisi d'arrêter de faire. Et maintenant, il veut nous faire croire qu'il faut absolument se serrer la ceinture. Bah non, c'est pas du tout la seule option. Ok, Jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont dit, c'est que pour rembourser la dette, ça va. donc premier point, l'austérité n'a rien d'obligatoire. On pourrait remettre les impôts que Macron a supprimés, ou même en mettre des nouveaux. Tiens, j'ai entendu Ah non, pardon, je corrige un peu. Pour rembourser la dette, il faut beaucoup plus d'impôts. parler d'une taxe Zuckman récemment, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit rien. Bon, mais prenons un peu de recul. Si on... Bon, et jusqu'à maintenant, à part l'introduction un peu blague là, c'est déjà pas top. Le niveau est déjà pas très élevé, mais là on va rentrer dans quelque chose d'encore pire, où la logique n'existe plus. On reprend le graphique de la dette publique exprimée en pourcentage du PIB. On voit bien que la situation de la dette se dégrade depuis que l'INSEE collecte des données sur le sujet, en 1978. Donc c'est pas que de la faute de Macron d'émission là. Mais alors, il y avait quoi avant 1978 ? Pas de dette du tout ? Non, c'est juste qu'on comptait pas pareil. Mais depuis, on a des économistes et historiens qui ont recomposé les données pour remonter en arrière. Ça permet de se rendre compte de plusieurs choses. Numéro 1. Les deux guerres mondiales ont fait grimper la dette à des niveaux largement supérieurs. 300% contre les 114% actuels. Et puis à la fin du 19e siècle, le niveau de la dette était similaire à celui d'aujourd'hui. Donc voilà. Sommes-nous en guerre ? Alors apparemment en 2020 on l'était contre le Covid, l'État envoie des milliards à l'Ukraine tous les ans, mais c'est absolument incomparable par rapport aux dépenses nécessaires pour mener une guerre. Pire que ça, tous les impôts normalement temporaires qui ont été créés pendant les guerres et depuis 1914 n'ont pas été supprimés. Et pour ce qui est de la fin du 19e siècle, étrangement ça apparaît quand la France a perdu contre la Prusse. Donc ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que dans un pays qui n'a pas connu de guerre majeure depuis 1945, un pays qui à la fin des années 70 était entièrement reconstruit, était extrêmement prospère, complètement industrialisé, avec une infrastructure qui suit, à cette époque, si ce n'est leader mondial, facilement dans le top 5 en termes d'énergie, et au même niveau qu'un pays qui a dû se ruiner pour une guerre qu'il a perdue, après un siècle entier d'énorme instabilité politique. Bah ça va en fait, ils ont raison, c'est pas très grave. Circuler, y a rien à voir. Voilà, la situation n'est pas sans équivalent. Numéro 2. La naissance de l'État-providence et des grands piliers des services publics en France, retraite, santé, éducation et redistribution, c'est 1945. Or, vous voyez bien que jusqu'au début des années 80, la dette publique, en pourcentage du PIB, elle tend à diminuer. Ce qui signifie a priori que ce sont pas tant les services publics qui nous ont mis dans la panade. Parce que visiblement, entre 1945 et 1980, on arrivait à payer pour notre modèle social. Encore une fois, on met une corrélation, une causalité entre deux choses qui n'en ont pas. Dans les pays européens, on a en moyenne 2 fois plus de fumeurs qu'aux États-Unis. On a aussi une espérance de vie plus élevée. C'est bien la preuve que la cigarette, c'est bon pour la santé. Aucun rapport. Ce qui compte, c'est pas l'existence ou non des services publics, c'est le poids qu'ils pèsent dans les dépenses. Sans avoir recours à la dette publique. Alors, pour préciser un peu, si on regarde le détail des dépenses publiques, on se rend compte que, ok, si notre modèle social date bien de 1945, il est constamment monté en puissance au fil du temps. Voilà, très bien, un peu d'honnêteté intellectuelle. Ils vont détailler un peu plus et je vais les laisser faire. Mais on remarque qu'entre 1950 et 2023, tout a augmenté à des degrés différents, sauf les investissements qui, entre le point de départ et le point d'arrivée, ont diminué. On le voit sur ce graphique.
Les deux courbes qui montent significativement, ce sont celles des prestations sociales distribuées en cash, donc les allocations familiales, le chômage, le RSA, les APL, mais surtout les retraites. Parce que ça fait partie des enjeux démographiques qu'on retrouve dans tous les pays riches. Les baby-boomers arrivent à l'âge de la retraite et l'espérance de vie tend à augmenter. Donc les retraites prennent de plus en plus de place. On le voit sur cet autre graphique. Si les plus de 65 ans représentaient à peine plus de 15% de la population en 1978, ils sont aujourd'hui 50% de plus et représentent 22% de la population. Et puis l'autre courbe qui grimpe, c'est celle des remboursements de santé, là aussi en partie causée par le vieillissement de la population. Tout le reste, les salaires des fonctionnaires, les intérêts de la dette, les transferts et subventions entre administrations, les investissements publics, en pourcentage du PIB, c'est plutôt stable. Cela signifie-t-il que notre modèle social est insoutenable ? Non, simplement, il faut... Alors, pour l'instant, on va regarder uniquement la santé, les retraites et la rémunération des salariés. Rémunération des fonctionnaires. Pour la santé, on est passé de 2% du PIB à 6%, pour les retraites de 10 à 19, et pour les fonctionnaires de 10 à 12. Sur uniquement ces trois dépenses, on est passé de 22% du PIB à 37% du PIB, soit une augmentation de 70%. Et c'est pas terminé. Ce qui veut dire que si on avait voulu que les dépenses restent stables sans les baisser, il aurait fallu que depuis 59, le point de départ de leur graphique, le PIB croisse de 70% supplémentaires. Le PIB en 2024 était à peu près de 2917 milliards d'euros, et en 1957 de 42,4 milliards d'euros, soit une croissance proche de 6900%, fois 70. Et donc pour soutenir l'augmentation des dépenses liées aux retraites, aux fonctionnaires et à la santé, il aurait fallu avoir une croissance de 11 700%, faire fois 118. Même les États-Unis en sont très loin, et c'est sans compter les effets néfastes de l'imposition sur la croissance. Notre système est absolument insoutenable. Même en intégrant les autres dépenses que j'ai pas intégrées dans mon calcul, on passe ici de 70% à quoi 35-40%, et on passe ici à 9000%. Et devinez quoi, les États-Unis en sont encore loin. Et c'est d'une évidence vraiment affolante. C'est plutôt stable. Cela signifie-t-il que notre modèle social est insoutenable ? Non, simplement, il faut le financer par de l'impôt, sinon, on fait du déficit année après année et ça fait de la dette. On fait du déficit année après année et ça fait de la dette. Alors en effet, si tu estimes que le système n'est pas insoutenable et que tu n'arrives pas à avoir assez de croissance pour le soutenir, il faut augmenter les impôts. Donc il faudrait à peu près 35-40% d'augmentation d'impôts en global depuis 59. Allez hop, encore un graphique. Ici, on voit les recettes publiques en pourcentage du PIB. Vous voyez que ça monte, signe que les politiques ont bien voté des lois pour augmenter les impôts, taxes et cotisations, justement pour financer notre modèle social. Mais si maintenant on fait apparaître les dépenses publiques, là, vous voyez que ça monte aussi, mais plus vite que les recettes, notamment depuis 1974. Alors pour les recettes, on part de 38 environ et on arrive à 52. 52 divisé par 38, ça fait 37% d'augmentation. Donc exactement dans la fourchette de 35-40%. Donc malgré l'absence de croissance, on est censé avoir compensé la hausse des dépenses sociales par de l'impôt. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les dépenses sociales qui ont augmenté. Il y a tout le reste aussi. Et l'autre problème, c'est que les dépenses sociales n'ont pas fini d'augmenter. Et en plus de ça, le nombre de personnes sur qui retombent les recettes liées aux dépenses sociales ne fait que diminuer. On a d'un côté des dépenses et des recettes qui augmentent sur une assiette qui se réduit de plus en plus. L'écart entre les recettes et les dépenses, c'est la dette publique qui se construit petit à petit. Si on zoome sur la tendance depuis 2017, donc depuis que Macron est au pouvoir, on voit bien les recettes reculer assez nettement. Alors, assez nettement, c'est quoi ? C'est 2% du PIB ? Avant Macron, il se passait quoi alors ? Nettement. Alors pourquoi est-ce que Macron fait ça ? Pourquoi réduire les recettes à ce moment-là alors que l'écart était très faible ? Pourquoi ne pas plutôt les augmenter pour combler le déficit et résoudre le problème ? Eh oui Marinon, pourquoi ? Non mais je suis sérieuse là, pourquoi en fait ? Je veux savoir, la France veut savoir, si tu le sais, faut le dire maintenant en fait. Alors, on se marre bien. Pendant un petit moment, je vais laisser les deux graphiques qu'ils ont montrés affichés pour vraiment que vous vous rendiez compte d'à quel point ils racontent n'importe quoi. Alors, moi je suis pas dans le secret des dieux, Macron étant un néolibéral, tout ce qu'il y a de plus classique, il y a moyen de deviner quand même. Tout est lié au PIB et à la croissance. Vous allez comprendre. D'où viennent les recettes publiques ? Des Je ne relève pas tout de suite l'appellation néolibérale pour Macron. Impôts, taxes et cotisations. Et comment tous ces prélèvements sont définis ? Ils prennent la forme d'un pourcentage. L'État vous demande de verser un pourcentage de vos revenus, ou pour la TVA, un pourcentage du prix que vous payez en caisse. Or, si on fait la somme des revenus des Français, ou la somme des dépenses, c'est pareil, on tombe sur le PIB. Donc, puisque les recettes publiques correspondent à un pourcentage du PIB, plus celui-ci monte, plus les recettes augmentent. Petit raccourci sympathique entre les dépenses d'un foyer, c'est égal aux recettes d'un foyer.
Attention, c'est pas pareil pour les dépenses publiques. C'est pas parce qu'il y a de la croissance du PIB qu'il faudra payer plus de soins, de retraite ou d'allocations. C'est souvent même plutôt l'inverse. Quand le PIB monte, par exemple, les gens ont du boulot et donc ils ont plutôt moins besoin de demander le chômage ou le RSA. Ça veut dire qu'un bon moyen pour combler l'écart entre recettes et dépenses publiques, sans monter les impôts, c'est la croissance du PIB. Et c'est ça que Macron essaie de faire depuis 2017. Et en vrai, c'est ce que quasiment tous les gouvernements essaient de faire depuis 1978. Depuis 1978, tout le monde est donc un gros néolibéral qui ne pense qu'à une chose, c'est baisser les impôts pour augmenter la croissance. Alors on regarde le graphique qu'ils ont donné. 1978, on est là. Y a un petit problème là, non? Oh, la diminution des impôts, ouaille, attention! Si on continue de diminuer les impôts comme ça, on arrivera bientôt à 60%. Hein. Et pareil, les dépenses commencent à diminuer. Surtout dans le social, aïe, ça fait mal. Hein. Et Macron, il n'y est pas allé avec le dos de la main morte. Parce que la mode en économie depuis les années 80, qui porte le nom de néolibéralisme, c'est d'aller chercher la croissance par la politique de l'offre, c'est-à-dire de chercher à faire plaisir aux entreprises. Donc on allège la fiscalité pour elles, on la transfère sur vous et moi si besoin, et puis on allège aussi la fiscalité pour les plus riches parce qu'on est persuadé que c'est eux qui vont soutenir les entreprises en investissant. C'est la vraie fausse théorie du ruissellement. Donc, associer ruissellement, théorie keynésienne, au libéralisme, bon, voilà, on a les riches les plus taxés du monde, n'en déplaise à l'IPP et à Zuckman, on a les revenus du capital les plus taxés du monde aussi, et puisque les gens de leur camp considèrent que les cotisations patronales c'est le patron qui paye, on a une petite moitié du chiffre d'affaires qui part en cotisations patronales et en impôts sur les sociétés. De quel néolibéralisme on parle exactement là? Avec votre propre définition? Pour simplifier, plutôt que de monter les impôts pour rattraper l'écart avec les dépenses, ou de réduire les dépenses, ce qui s'avère être quand même très compliqué et impopulaire, le choix politique depuis les années 80, c'est d'aller chercher la croissance du PIB par la politique de l'offre. Mais quand on regarde la moyenne des taux de croissance du PIB français par décennie depuis les années 50, on voit bien que la période néolibérale n'est pas particulièrement marquée par une super croissance économique. Bah tu m'étonnes, parce que c'est pas du tout une période néolibérale en fait. Une période où l'État n'a jamais été aussi présent dans l'économie, que ce soit côté impôts que côté dépenses, c'est pas une période néolibérale. Enfin, ce que vous appelez la période keynésienne et circuitiste, c'est la période où les impôts étaient les plus faibles relativement parlant. Parce que déjà 40% d'impôts c'est beaucoup. La période où les impôts, la dépense publique, notamment les dépenses sociales, étaient les plus faibles, sont les périodes où on avait le plus de croissance. Mais on est à quel niveau de but contre son camp? Le fameux tournant libéral de Mitterrand qui a nationalisé des entreprises et qui fait ça à la courbe des dépenses et des impôts. La fameuse austérité de 2012. Hollande, ce grand libéral, ils ne comprennent pas les mots qu'ils utilisent. On voit bien que la période néolibérale n'est pas particulièrement marquée par une super croissance économique. Et c'est là qu'on tombe sur la cause essentielle du problème pour une bonne partie des économistes. De leur point de vue, les dettes publiques, et même aussi privées, prennent des proportions alarmantes parce que le PIB n'augmente plus autant au niveau mondial, comme on peut le voir sur ce graphique. Bah au niveau mondial, l'Europe tout entière se soviétise de jour en jour, les États-Unis c'est plus du tout l'époque de Reagan, et ne serait-ce qu'un de ces deux marchés qui ralentissent significativement, dans notre cas l'Europe, ça a un impact sur la croissance mondiale étant donné le poids de l'Europe dans l'économie du monde. On se demande pourquoi l'Europe ralentit. Alors par contre, Gilles, en économie, on ne dit pas « Oh merde, il y a le PIB qui augmente plus », on dit « Diantre ». Nous entrons dans une période de stagnation séculaire, et je trouve ça magnifique. Ouais, voilà. Alors, stagnation, tout le monde comprend, et puis séculaire, ça veut dire qui dure un siècle, ou même des siècles. Et c'est vrai que c'est quand même plus classe que de dire stagnation qui dure des plombes. On peut aussi préciser que stagnation séculaire signifie un peu plus que faible croissance du PIB. C'est aussi associé à une faible inflation ou à des taux d'intérêt qui eux aussi sont faibles. Ça, c'est parce que dans les modèles que les économistes utilisent, toutes ces variables sont liées, mais in fine, ce qui intéresse tout le monde, c'est le taux de croissance du PIB. Bon, alors, on a vu que notre dette s'accroît parce que nos recettes progressent moins vite que nos dépenses. Et que, contrairement à d'autres périodes de notre histoire économique, on a moins de croissance pour faire gonfler mécaniquement nos recettes. Donc maintenant qu'on a identifié le problème, on fait quoi? On peut peut-être commencer par faire le lien entre ces deux choses. Et même avant de faire ça, on peut peut-être commencer par nommer les choses correctement. La fameuse période néolibérale qui est tout sauf libérale, néo ou non. Et pour faire le lien, je sais pas, par exemple, on peut regarder la Suisse, au hasard, qui était dans une situation très comparable à la nôtre jusqu'aux années 70, sauf que eux, bizarrement, ils ont pas le problème de croissance qu'on a. Vraiment étrange. Ou si on veut s'éloigner un peu géographiquement parlant, on peut regarder le cas du Botswana par exemple, qui économiquement est un des pays les plus libéraux d'Afrique. Il y a le Ghana aussi d'ailleurs, qui se débrouille bien. Comment on fait pour avoir du PIB qui grimpe à 2, 3, 4% par an?
Eh ben, on a grosso modo, en tout cas si on reste dans l'économie dite mainstream, deux camps qui s'opposent. Ceux qui défendent une solution de gauche et ceux qui défendent une solution de droite. Ah non, mais Traduction, solution de gauche, solution de droite, solution qui ne marche pas et une solution qui marche. Marino, tu peux pas dire ça. Après, on va nous dire que l'économie est pas une science. Et bah dans ce cas-là, retournez voir notre vidéo sur les économistes à la télé. L'épistémologie nous apprend que toutes les sciences sont politiques, et les sciences sociales plus que les autres. Parce que si on cherche à conseiller nos dirigeants pour qu'ils fabriquent une réalité économique, qu'elle soit similaire ou différente de celle d'aujourd'hui, eh ben c'est bien de la politique. Alors, Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de cet interlude. L'épistémologie nous apprend que les sciences sont politiques. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour se rendre compte que l'économie et la politique budgétaire, c'est quand même lié. Donc on va dire qu'ils voulaient mettre une phrase qui pense stylée et qu'ils essayent pas de faire un argument d'autorité. On va être gentil. commençons par la solution de droite. Le problème serait dû à un manque de productivité. L'innovation, c'était mieux avant. Ça permettait de produire plus pour moins cher, d'augmenter à la fois la consommation et les bénéfices des entreprises. Tout ça produisait une forte croissance du PIB qui incitait toute la population à travailler et à innover. C'était le cercle vertueux. Si on regarde le nombre de brevets déposés, l'innovation est toujours là. Par contre, la productivité, elle, n'est plus au rendez-vous. Alors, pourquoi c'est cassé ? Peut-être que c'est parce que l'innovation est étouffée. Les grosses boîtes actuelles sont plus occupées à sécuriser leur monopole qu'à augmenter la productivité. Dès qu'une start-up pointe le bout de son nez, hop, elle l'achète et casse la dynamique d'innovation qui risquerait de les remplacer. Ces grosses boîtes peuvent même passer en mode prévention, en déposant des brevets qui ressemblent plus à des murs anti-compétition qu'à des inventions. Un exemple historique de ça, c'est le brevet déposé par un inventeur de génie en 1997. Ce Marie Curie, que dis-je, ce Galilée des temps modernes, a immédiatement voulu protéger son invention. Il s'agit bien sûr de l'achat en un clic. C'est-à-dire que quand tu cliques, ça achète un truc. Mais faut cliquer qu'une fois, quoi. J'ai presque envie de rien dire parce que juste après, ils vont eux-mêmes, comme des grands, démonter leur argument. Pourquoi le fondateur de la startup préfère toucher de l'argent tout de suite, plutôt que de continuer à prendre un risque, mais avec une récompense potentiellement plus grande à la fin. Notre bon ami la planche à billets. Il touche tout de suite de l'argent qui va perdre en valeur s'il ne l'investit pas, mais s'il ne touche pas cet argent tout de suite, pour n'avoir ne serait-ce que la moitié de cet argent, plus le temps passe, plus l'inflation l'éloigne de ce but. Qui est en charge d'imprimer de l'argent déjà ? Et donc, c'est Jeff Bezos, le génie. Et d'ailleurs, t'as cité Marie Curie, mais en fait, tu savais que pour la découverte du procédé de la purification du radium, elle a refusé de déposer un brevet. Parce que selon elle, la recherche scientifique appartient à tous. La classe quand même. Donc du coup, en mesurant l'innovation par les brevets, tu vois Jeff Bezos, mais tu vois pas Marie Curie. Donc en fait, ils ont pris une mauvaise mesure de l'innovation, et ils le savent. On n'a plus besoin des graphiques à gauche, j'ai oublié de repasser en normal. Mais je sais pas, pour mesurer l'innovation ou la productivité, tu prends le PIB et tu divises ça par le PIB énergétique. Ou alors tu suis le prix d'objets où l'État n'intervient pas du tout, je sais pas, les télés par exemple. C'est un mauvais indicateur aussi, mais c'est infiniment mieux que leur truc. Ils prennent un mauvais indicateur et ils passent 2 minutes à dire que c'est un mauvais indicateur. Bien joué. Même pour notre productivité, l'innovation actuelle serait concentrée dans certains secteurs moins transformateurs du point de vue de la production. L'invention d'un moteur électrique ou à combustion peut servir à fabriquer et à transporter des machines, c'est concret, ça nous aide à produire plus. Mais un smartphone ou une IA, si ça sert surtout à optimiser la publicité en ligne, c'est de la merde. Quoi ? Sire ? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. Ok, alors disons que ça produit rien de concret, quoi. Ça, l'explication de droite ajoute un problème de capital humain. Accès à l'éducation inégalitaire, et puis aussi des formations mal adaptées aux besoins des entreprises. Tout ça dans un contexte de manque de jeunes avec une baisse de la natalité. Bref, pour retrouver l'innovation du bon vieux temps et la croissance qui va avec, selon ce courant, il faut casser les monopoles, augmenter la concurrence, réduire les taxes sur les entreprises innovantes. Quant au manque de jeunes, la solution serait l'immigration, mais attention, pas en mode accueil des réfugiés ou regroupement familial. Leur objectif, c'est l'immigration diplômée Bac+5 ingénieur pour participer à l'effort d'innovation. Alors sans même aller aussi loin que ça, faudrait déjà conserver nos cerveaux. Et particulièrement nos cerveaux qui, pour reprendre leurs mots, participent à de la vraie innovation. Je veux dire, c'est sympa d'avoir des sociologues. Des gens qui écrivent des thèses de 50 pages pour dire que y a que les blancs qui peuvent être racistes ou des choses comme ça. C'est très sympa, c'est très mignon. Qu'est-ce qu'ils font ces gens en termes d'innovation, de production, de quoi que ce soit ? Et c'est même pas pour dire que la sociologie c'est une sous-discipline ou quoi que ce soit. Parce que c'est pareil, les historiens, les archéologues, en termes d'utilité économique, bon, on n'est pas exactement vers le sommet de la pyramide. Est-ce qu'il faut absolument que toutes ces professions disparaissent ? Non. Il faut par contre absolument que le monopole, qui leur plaît pas trop, le monopole de la gauche sur cette discipline-là disparaisse par contre, ça c'est sûr. Et c'est pareil pour les économistes. Donc vous l'avez compris, on est sur une politique de l'offre. C'est le logiciel mobilisé par Emmanuel Macron depuis 2017, mais qui avait cours sous Hollande, Sarkozy, Chirac. C'est tout de même.
J'ai parlé trop vite, on a encore besoin des graphiques. Hollande, cet énorme néolibéral, hein, on le voit là. Sarkozy qui a augmenté les impôts et la dépense. Chirac qui entre 95 et 2007... Oh là là, catastrophe, on est passé de 52 à 51% de recettes publiques. Et en dépenses de 56 à 53. Aïe, 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 aïe. Insupportable. Même un peu curieux. On est sur il faut libérer le potentiel des entreprises, augmenter la concurrence, travailler plus, simplifier la régulation, donc supprimer des droits, réduire les impôts, etc. L'un des défenseurs... Supprimer des régulations, donc supprimer des droits. C'est vrai que c'est un droit absolument fondamental et inaliénable de demander aux banques les informations de leurs clients. Non, mais c'est vrai. Sous peine d'amende, évidemment. Le niveau est catastrophique, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. de cette thèse chez nous, c'est notre nouveau prix Nobel, Philippe Aghion. Il faut faire du progrès technique. Le progrès technique, c'est tout ce qui augmente la productivité des facteurs de production, qui les rend plus productifs. La même personne travaille 1 heure, mais si elle a des machines plus performantes, eh bien, elle va produire beaucoup plus que si elle a des machines moins performantes. Alors Philippe Aghion, j'avais parlé de sa thèse qui lui avait valu le prix Nobel, mais c'est pas du tout un néolibéral, monsieur Aghion. C'est quelqu'un qui est profondément étatiste. En opposition se trouve l'interprétation de gauche qui met l'accent sur la demande plutôt que sur l'offre. C'est la team Piketty qui a beaucoup travaillé sur les inégalités et la répartition des richesses. Leur thèse, c'est que le néolibéralisme a fait pencher la balance du pouvoir du côté des actionnaires et des cadres dirigeants, ce qui leur a permis d'attirer à eux la majeure partie des fruits de la croissance. Et donc, puisqu'on a vu environ 50 fois, rien que dans cette vidéo, que la France n'est pas néolibérale, ça veut juste dire que Piketty est un pitre. Il balance quelques mots au hasard qui font bien quand t'es de gauche, et voilà, il a fini son travail. On peut le voir par exemple sur ce graphique, qui montre que les très hauts revenus, sur la base des revenus déclarés, profitent plus de la faible croissance économique que les autres. Et le constat est... Alors déjà, c'est pas la faute du néolibéralisme, parce que le néolibéralisme n'existe pas en France, encore une fois. Ensuite, c'est le revenu net, revenu brut, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis allé voir la source, l'INSEE ne prononce pas une fois le mot net ou une fois le mot brut, c'est honteux, mais en plus, le revenu est mesuré par foyer fiscal indépendamment du nombre de personnes dans le foyer, et en plus... Donc puisque 8 foyers sur 10 de foyers à très haut revenu sont mariés, contre 3 pour les autres foyers fiscaux, ça a un impact. Sans sortir la calculette, ça divise par, allez, 1,4. Donc il faut aussi prendre en compte la progressivité de l'impôt. Et pour couronner le tout, ils ont une démonstration de l'effet l'affaire sous les yeux, parce que le taux d'imposition moyen des très hauts revenus a baissé, et pourtant la part de l'impôt sur le revenu payé a augmenté. Je veux dire, ils essayent même pas en fait. Tout ça, c'est juste de l'idéologie. La base des revenus déclarés profite plus de la faible croissance économique que les autres. Et le constat est mondial, pendant que la majorité est plus ou moins restée sur place, les riches sont devenus plus riches, voire même pour certains méga riches sa mère. Mais que font-ils de ces revenus? Ils consomment bien sûr, mais surtout ils épargnent, en accumulant de l'immobilier par exemple. Vous avez Qui empêche les gens d'épargner et d'investir? Qui pique la moitié du salaire tous les mois aux salariés? Qui prend 300 € tous les mois aux salariés qui touchent le SMIC pour envoyer ça dans un système de retraite qui va s'effondrer avant qu'il arrive à la retraite? Qui fait ça? C'est le vilain néolibéralisme, ça aussi? Parce que c'est vraiment très très gentil de dire que les riches se sont enrichis, mais déjà quand tu regardes les 0,1% en 2003 et les 0,1% en 2024 ou 25 ou 2000, n'importe, est-ce que ce sont les mêmes personnes? En France, oui, et même parce que on est le pays le plus redistributif du monde. Parce qu'on a des trappes à pauvreté, des trappes à inactivité, et dès que tu te sors de ces deux mécanismes, on te prend ce qui dépasse. Il est beau le néolibéralisme français, hein. Putain. Il faut 6 générations pour passer de pauvre à classe moyenne en France. C'est aberrant. Aux États-Unis, qui est loin d'être un système parfait, en 3 générations, tu passes de pauvre à riche. Il faut arrêter de lire des sociologues en espérant apprendre l'économie. C'est pas comme ça que ça marche. On ouvre les yeux un peu, on regarde ce qui se passe chez nous, on regarde les chiffres, les vrais, pas ceux de Piketty et de sa clique, qui sont biaisés et trafiqués comme pas possible. Même en me contentant de lire en entier une de vos sources, j'apprends qu'elle est mauvaise. Je fais pas un travail herculéen. On arrête de gober bêtement ce que nous racontent Macron ou les Insoumis, n'importe quel politicien, et on regarde ce qu'il se passe. On fait preuve d'esprit critique, et de vrai esprit critique. On garde pas juste ce qui nous arrange. Par exemple. Vous avez peut-être entendu ce chiffre. 3,5% des ménages français détiennent à eux seuls 50% des logements mis en location. Sinon, ils investissent en bourse aussi. Bourse qui essaie ensuite de prêter aux entreprises qui disent plutôt non, enfin en tout cas qui disent pas assez oui. C'est le fameux constat du « il y a trop d'épargne ». La bourse qui essaye de prêter aux entreprises... Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'avais même pas relevé lors de mon premier visionnage, mais c'est vraiment catastrophique. La bourse, c'est un marché où tu achètes des choses. Heureusement, on a dépassé la moitié de la vidéo. Oh, yeah.
Parce que bon, ça sert à quoi d'emprunter si la majorité des clients, les gens comme vous et moi, ceux qui sont restés sur place, n'ont pas les moyens d'acheter plus de choses? La thèse, c'est sans hausse de salaire général, pas de hausse de la consommation, et donc pas de raison d'investir dans de nouvelles. Mais si vous êtes des consuméristes débiles, c'est de votre faute. Ouga bouga, argent, acheter. Investir, non, épargne, non. Moi, acheter. C'est affligeant, vraiment. Usines. Du coup, la thune ne s'investit pas dans l'économie réelle. Elle s'en va dans des bulles spéculatives, comme celle des actions des startups d'internet qui servaient à pas grand-chose au début des années 2000, celle de l'immobilier subprime en 2008, ou celle des cryptos en ce moment, et peut-être aussi celle de l'IA. Investir dans une entreprise, c'est pas de l'économie réelle, je ne relève même pas, parce que même avec leur compréhension aberrante de la bourse, c'est faux. Et comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement, quoi que ce soit. Mais statistiquement, si tu investis constamment, régulièrement, de manière responsable, sur le long terme, tu gagnes de l'argent. À travers les crises, à travers les bulles, c'est vrai. Les dettes augmentent, privées comme publiques, mais le PIB, lui, stagne. Si cette analyse de la situation est correcte, quelle est la solution qui s'impose? Eh ben, il faut réduire les inégalités. Il faut redistribuer la thune vers ceux qui, au lieu d'épargner, consommeront. C'est-à-dire plutôt les jeunes et plutôt les bas revenus. Ce qui signifie... Ce sont des hommes des cavernes. Ces deux personnes n'ont aucune notion de ce qu'est le long terme. Ce sont les mêmes personnes qui vont se plaindre que des gens achètent des petites merdouilles ultra consuméristes. Parce que ça pollue, parce que je sais pas quoi. Mais ils s'attendent à quoi? Que les gens achètent 200 kilos de légumes tous les mois? C'est le principe de l'investissement que l'argent que tu n'utilises pas soit utilisé ailleurs. Que tu ne sois pas obligé de consommer pour consommer. Ils ne s'entendent même pas parler, c'est dingue! Signifie moins de revenus pour les riches. Donc là, soit on force les entreprises à monter les salaires les plus bas, soit on taxe les riches. Coucou la hausse du SMIC, la taxe Zuckman ou la réduction des retraites les plus élevées. On peut aussi penser à forcer l'épargne à s'investir dans l'économie réelle. Par exemple, via des politiques publiques Ah, donc de l'investissement en fait. Ah, une petite action totale là, non? C'est pas ça? interventionnistes du type financement de grands travaux pour la transition écologique ou pour renouveler des infrastructures vieillissantes. Là, on est sûr que ça fera du PIB. Oui, donc juste modifier le livret A pour que ça ne finance plus les logements sociaux et à la place ça finance des routes. On va aller très très loin avec ça. Bravo. On peut aussi faire de l'orientation du crédit comme on faisait pendant les 30 Glorieuses en France avec le Conseil national du crédit. Orienter le crédit, ça veut dire réguler la finance, ne pas la laisser investir là où elle veut pour des rendements immédiats, parfois spéculatifs et sans vision cohérente et de long terme. Donc, pour l'aspect il faut réguler pour ne pas laisser le choix, c'est un peu le but d'une régulation, de restreindre la liberté. Bravo. La spéculation, vu la définition donnée pour la bourse tout à l'heure, je crois que c'est pas très clair pour lui ce que c'est. Et l'aspect long terme, MDR. Mais c'est quoi la justification morale, économique pour ces trois choses ? Donc ça veut dire forcer les banques à prêter en priorité à certains secteurs, peut-être pas forcément rentables immédiatement. Bon, vous voyez bien comment ces solutions sont plutôt orientées à gauche sur l'échiquier. Tu veux donc dire qu'il faut forcer les banques à prendre un risque sur un secteur qui n'est pas forcément rentable, en espérant que ça le devienne, mais est-ce que ça serait pas de la spéculation ça par hasard ? Donc la spéculation étatique ça va, c'est pas très grave. Mais la spéculation individuelle, non, ça c'est pas bien. Plus ça va, pire c'est. Qui est politique. On parle de redistribuer l'argent vers les moins riches, d'avoir des États investisseurs et leaders économiques avec une vision de long terme, de réduire le pouvoir du marché et de cette finance à la recherche de profits à court terme. Mais au-delà de ces explications déjà bien installées, l'État qui est censé investir sur le long terme mais qui réfléchit en réalité à chaque échéance électorale, donc allez quoi, 1 ou 2 ans ? Mais dans quel monde vivez-vous ? Il y a des gens en finance qui vivent du trading tous les jours, voilà, très bien, bravo. Mais c'est une infime minorité des particuliers qui investissent. Vous n'avez jamais ne serait-ce que consulté un compte titre. Vous n'avez pas ouvert de PEA, vous avez peut-être une assurance vie avec des fonds euros dedans, super, bravo. Mais vous ne savez pas ce que c'est que l'investissement ou la bourse ou quoi que ce soit, j'ai l'impression. on commence à en avoir d'autres qui émergent. Par exemple avec Cédric Durand et son concept de techno-féodalisme. Alors là, c'est sûrement le plus gros contre son camp qui arrive. Je vous laisse savourer. Selon lui, la grande différence entre le féodalisme et le capitalisme, c'est le mode d'oppression. Oppression par les armes pour le premier et par les forces du marché pour le second. Le truc, c'est que l'oppression par le marché tend à produire de la croissance économique. Les riches s'enrichissent en partie par la croissance, et donc parfois il en reste aussi pour les pauvres. Alors que la version féodale, elle, ne s'y intéresse pas du tout. Les riches s'enrichissent uniquement en appauvrissant les masses. À la période féodale, la colonne vertébrale de l'économie, c'était la terre. Les paysans étaient dépendants de l'accès aux terres, il faut bien manger, possédés et gardés par des seigneurs armés. Je coupe brièvement. À l'époque féodale, les méchants riches s'enrichissaient en appauvrissant la population, et de leur propre admission, avec le capitalisme, les riches s'enrichissent et, même si c'est que parfois de ce qu'ils racontent, les pauvres s'enrichissent avec. Donc déjà le parallèle est très rigoureux, bravo.
Les paysans étaient donc dépendants des seigneurs. Et, n'en déplaise à Stéphane Bern, ces derniers ne s'intéressaient absolument pas à augmenter la richesse générale via l'amélioration des conditions de vie ou des techniques de production. Ils se contentaient d'imposer leur sujet. Dans ces conditions, un seigneur qui veut s'enrichir, soit il augmente les impôts, soit il va conquérir les terres du voisin pour récolter plus d'impôts. Dans une société capitaliste, qui est en mesure d'augmenter les impôts? Les vilains méchants riches? Ou l'État? Ils s'entendent vraiment pas parler. Parce qu'à l'époque féodale, les vilains méchants riches et l'État, c'était la même personne. Mais de leur propre admission, encore une fois, le seul moyen pour un vilain méchant riche à l'époque de s'enrichir, c'était d'augmenter les impôts, d'appauvrir la population. Le problème, c'était déjà les droits étatiques. Les impôts, ça appauvrit la population. Ils sont horribles. D'après Cédric Durand, cette extraction de rente est de retour. Elle prend aujourd'hui la forme d'une dépendance des populations et des entreprises à la nouvelle colonne vertébrale de l'économie, les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Les géants de la tech qui possèdent ces plateformes ne les font évoluer que dans un seul but, celui de nous en rendre totalement dépendants. Leur objectif n'est plus de résoudre des problèmes qui permettraient de faire croître l'économie, mais bien d'utiliser notre dépendance pour en extraire une rente. Exactement comme les seigneurs d'antan qui cherchaient à s'enrichir en appauvrissant les paysans et pas en fournissant les conditions d'augmentation de la production. À la simple différence que si demain, tu arrêtes d'utiliser les cartes graphiques de Nvidia, normalement tu meurs pas. J'espère en tout cas. À l'époque féodale, tu payais pas tes impôts, tu finissais au bûcher. Ou alors tu ne recevais plus la protection du seigneur, donc s'il y avait une attaque, bonne chance. Je sais pas, il y a peut-être une petite différence sur la nature de la dépendance en question, non? Mais attends, moi je suis pas dépendant des plateformes. Genre, j'avais un compte Facebook et maintenant j'y vais plus. Mais du coup, t'es ni sur WhatsApp ni sur Instagram? C'est ton problème. Je peux pas être plus clair que ça. C'est ton problème. Si tu détestes une entreprise mais que tu es incapable de vivre sans ses services, tant pis pour toi. Tu es juste un gros hypocrite. Ça arrive. Si tu es anticapitaliste, que tu as un iPhone, la dernière PS5, la dernière Switch, que tu vas chez Starbucks 3 fois par jour, que t'as un PC gaming dernier cri avec la dernière carte graphique de Nvidia, et que tu passes ton temps sur Instagram, désolé, t'es un peu un hypocrite, mec. Ce qui, en principe, ne veut pas dire que ce que tu racontes est faux, mais là, dommage. Si. Et bien en même temps, c'est normal. Nous aussi, on est bloqués sur Google. Il existe des alternatives, mais si on veut parler à un maximum de gens, on est obligé d'être sur YouTube. Mais alors... Oui, parler à un maximum de gens. Aucun rapport avec la rentabilité potentielle. Aucun. Tu n'es pas bloqué sur YouTube. Tu as décidé de créer du contenu, et YouTube étant la plus grosse plateforme, est le choix logique. C'est pas grave. Y a pas de honte à dire ça. Alors, comment on s'en sort du techno-féodalisme? C'est facile, on retourne à l'âge de pierre. Non, évidemment. Simplement, attention, je vais dire un gros mot, il faut réguler. Non mais c'est pire que l'âge de pierre, ça. Alors, Cédric Durand propose plusieurs pistes. Je l'arrête là. Puisque tu es incapable de gérer tes émotions, de te gérer toi, que tu ne peux pas t'empêcher d'aller voir des gros culs sur Instagram, il faut absolument que l'État s'en charge. Mais je sais pas s'ils se rendent compte d'à quel point ils sont l'argument le plus fort contre la démocratie, ces gens-là. Socialisation des plateformes essentielles pour que ce soit pas les GAFAM qui fixent leurs règles. Interopérabilité obligatoire pour pouvoir hyper facilement changer de plateforme comme aujourd'hui quand on veut changer d'opérateur téléphonique ou de banque. Ça devrait remettre de la concurrence dans le milieu. Mise en place de communs numériques. Ça c'est pour sortir de la logique d'extraction de rente que le privé cherchera toujours à développer parce que c'est le meilleur moyen d'aller chercher le profit. Limiter l'accumulation de données pour réduire l'asymétrie d'information entre les plateformes et la société. Et puis il faut des infrastructures physiques souveraines, notamment les fameux data centers. Dans l'ordre, pour lutter contre Google, il suffit de racheter Google, bravo. Il fallait y penser à celle-là. Interopérabilité obligatoire, franchement, si t'es pas capable de prendre 5 minutes pour t'inscrire sur une autre plateforme, de quoi es-tu capable en fait? Le camp de l'humanisme, qui estime que 3 clics c'est trop dur pour la plupart des gens, non mais quand même. Mise en place de communs numériques, bonjour la carte d'identité pour aller sur X, et les 2 dernières, c'est pas les pires idées du monde. Limiter l'accumulation des données, oui, c'est pas forcément trop mal. Le plus de transparence possible, c'est toujours appréciable. Et les infrastructures physiques souveraines, genre les data centers, si on dit qu'on veut garder à tout prix EDF, pourquoi pas, allez. Cédric Durand ne dit pas explicitement que le techno-féodalisme est la cause de la stagnation séculaire. Mais il dit bien que la logique féodale d'extraction de rente est un frein au développement de la productivité et donc à la croissance du PIB. Il explique même que les plateformes privées mettent un pognon de dingue dans des activités qui, alors qu'elles sont pourtant comptées dans le PIB, sont plus néfastes qu'autre chose. Tous les ingénieurs... Et là, je crois qu'ils ne se rendent tout simplement pas compte de ce qu'ils racontent.
Je vais la laisser expliquer un peu. Ingénieurs payés à nous rendre accros, à construire des interfaces addictives, tout ça pour voir toujours plus de publicité. Est-ce que c'est vraiment du PIB utile? Le PIB utile, tiens, en voilà un angle intéressant. Ça fait un moment qu'on vous parle de croissance du PIB pour résoudre notre problème de dette publique, mais c'est ça l'objectif de l'humanité? Résoudre un problème de dette? Bah je sais pas, dis-moi, c'est toi qui fais une vidéo qui s'appelle « En finir avec la dette ». Donc j'espère que c'est quand même un peu le but de la vidéo. Résoudre grâce à un indicateur qui compte tout et n'importe quoi, même des trucs aussi nuls que la pub? L'idée de PIB inutile, ça vient notamment des économistes de l'écologie qui critiquent la croissance et le PIB depuis bien longtemps. Herman Daly a notamment développé le concept de croissance non économique. Il arrive un moment où un système économique peut produire plus de mal que de bien. Donc que la croissance du PIB cache une forme d'appauvrissement. Et là, c'est le moment rêvé de parler de l'inflation, par exemple. Non? Parce que techniquement, depuis 2008, on a eu 8% de croissance, ce qui est très faible, mais en principe, on n'a jamais été aussi riche, wouhou! Sauf que quand tu rajoutes l'inflation, c'est en fait appauvri de 35%. Mais non, eux, ils préfèrent dire que McDo, c'est pas bien. Dans les années 60, penser les limites de la croissance, trouver les failles du concept, c'était vraiment pas la priorité. Les économistes étaient en train de gérer des taux de croissance qui dépassaient souvent les 5%, donc la plupart des critiques ont été classées en vrac dans un gros dossier nommé, en gros, vu mais sans tape. Mais plus le temps passe, plus il fait chaud, et plus on devrait peut-être s'y intéresser à leur travail, aux économistes de l'écologie, non? Pour prendre un exemple de croissance non économique, les États-Unis et la plupart des pays riches ont un système agroalimentaire un peu absurde. Une surproduction qui répond à une surconsommation alimentaire. Une surproduction qui répond à une surconsommation, venant des gens qui, il y a même pas 10 minutes, disaient qu'il fallait consommer plus. Un Américain moyen consomme plus de 3500 calories par jour, c'est 1000 de plus que les recommandations de l'OMS. Sauf que les 1000 en trop, c'est du PIB pareil. Sauf que la finalité est différente. On passe de nourrir la population à la rendre malade. Obésité, problèmes de santé chronique, diabète, etc. Donc une partie du PIB américain cause activement des dommages. Mais c'est pas... Soit, mais comme ils l'ont dit il y a même pas 20 secondes, d'après eux, la surproduction vient de la surconsommation. Donc le problème, c'est le consommateur. Le consommateur fait le choix de surconsommer. C'est son problème. Perdu pour tout le monde. En 2023, l'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk connaît un succès dingue grâce à ses nouveaux médicaments antidiabétiques coupe-faim, l'Ozempic et le Wegovy. Miracle pour l'économie danoise. Et oui, ça se vend tellement bien que ça a dopé la croissance du Danemark, qui en 2023 était de 2,5%. Donc déjà, le capitalisme c'est tellement méchant qu'une petite entreprise danoise est capable de régler le problème des États-Unis, à l'autre bout du monde. Et dont la moitié provenait du secteur pharmaceutique. Ces médicaments viennent de la découverte du sémaglutide, en gros une copie d'une hormone de satiété. Une super innovation, genre qui mérite son brevet, ça c'est sûr. Ça va changer la vie de beaucoup de gens, mais si le médicament est un tel succès commercial, s'il génère autant de croissance, c'est bien pour répondre à un problème causé par une surproduction et surconsommation alimentaire. C'est comme si les Américains étaient payés pour se casser le dos à creuser des trous inutiles et qu'on disait que c'était bon pour la croissance. Ah, les fiers d'elle. Sauf qu'encore une fois, le problème, c'est que vous soutenez exactement la même chose. C'est vous qui êtes contre l'épargne et l'investissement. C'est vous qui voulez mener une économie de consommation. C'est vous qui soutenez qu'il faut consommer à tout prix. C'est vous qui soutenez qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres pour qu'ils consomment. C'est vous les creuseurs de trous. Les casseurs de vitres. Bref, une partie de la croissance sert à casser des trucs et une autre à essayer de les réparer. Et on a un chercheur, Morten Townsend, qui a tenté de chiffrer le phénomène. L'idée, c'est de comparer différents pays développés sous l'angle de leur indice de développement humain, mais sans la partie PIB. L'indice de développement humain, IDH, c'est un indicateur qui rassemble 3 grands éléments. L'espérance de vie en bonne santé de la population, son niveau d'éducation et son niveau de revenu. Si on regarde l'évolution de cet IDH pour différents pays riches, on trouve ça. Comme on peut le voir, les États-Unis sont légèrement en dessous, mais dans l'ensemble, tous ces pays semblent aller dans la même direction. Le problème, c'est que l'indice de développement humain fait intervenir le PIB dans son calcul. Enfin, une variante du PIB, le PNB, mais c'est quasiment la même chose. Et si on refaisait le même graphique, mais en retirant la partie PIB de l'indice, on aurait un indice ne tenant compte que de l'espérance de vie en bonne santé et de l'éducation des populations. Et voilà ce que ça donne. On voit que les États-Unis sont maintenant clairement en dessous des autres pays. Déjà, rien n'empêche un Américain de se nourrir, de vivre globalement, comme un Suisse, comme un Néo-Zélandais, comme un Australien. Parce qu'on peut pas dire que c'est l'argent qui les en empêche, parce que c'est justement en supprimant le PIB qu'on arrive à cette différence. Ensuite, c'est très pratique de prendre uniquement le cas des États-Unis. Parce que au pif, la Suisse, c'est pas vraiment un pays où il y a une économie de consommation, par exemple. Pareil pour la Nouvelle-Zélande. L'Australie à moindre mesure. L'exception ne fait pas la règle. Enfin.
Et voilà ce que ça donne. On voit que les États-Unis sont maintenant clairement en dessous des autres pays. Sur les 27 pays qui ont un indice de développement humain hors revenu supérieur à celui des États-Unis, 21 ont un PIB par habitant plus faible. Et en prenant les 5 pays les plus efficaces, c'est-à-dire ceux dont la population est en meilleure santé et la mieux éduquée, on se rend compte qu'en moyenne, leur PIB par habitant est 37% plus bas que celui des États-Unis. Chypre, où l'éducation et la santé sont privées. La Grèce, qui apparemment s'est faite démolir par le FMI, en principe. La Slovénie, je connais pas du tout, donc je passe. Le Japon, où il y a des garde-fous pour la dépense publique sur la santé. Pour l'éducation, je sais pas exactement comment ça marche, honnêtement. Et l'Espagne, qui est censée avoir un gouvernement de gauche, mais qui serait classé comme ultra-giga néolibéral chez nous. Globalement, si ce n'est pas libéral, c'est au moins consciencieux de ses dépenses. Autrement dit, il est possible de vivre mieux que l'américain moyen, environ 5% mieux, en ayant seulement 2/3 de son PIB par habitant. Ça donne au moins 37% de PIB gaspillé. Ça fait quand même beaucoup d'activités économiques, il semblerait bien en tout cas, pour pas grand-chose de positif. Et comme chaque point de PIB se paie par du temps de travail, l'utilisation de ressources plus ou moins rares, des dommages environnementaux divers, des émissions de CO2, alors si en plus il y en a qui sert à rien, c'est chiant, non ? Alors juste un point, mais Bon, puisqu'il a prononcé les mots, ça ne sert à rien. À quoi sert un restaurant ? Ça rend un service, ok, très bien, mais fondamentalement, à quoi ça sert un restaurant ? Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, fondamentalement, un historien, à quoi ça sert économiquement parlant ? Un décorateur d'intérieur, un jardinier, tous les gens qui travaillent pour augmenter le confort des autres, fondamentalement, ça ne sert à rien. Tout ce qui ne relève pas du nécessaire, fondamentalement, ça ne sert à rien. Et même pire, on peut dire que c'est néfaste, puisque de base, ça ne sert à rien, et en plus, ça pollue. La conclusion logique de cette observation, en utilisant leur logique, avec des guillemets, c'est comme il disait tout à l'heure en blaguant, retourner à l'âge de pierre, en gros. C'est le vilain défaut des économistes de gauche, c'est qu'ils poussent jamais la réflexion jusqu'au bout. Ils s'arrêtent là où ça les arrange. c'est vrai aussi que la raison d'être d'un État n'est pas que de maximiser le bien-être de sa population. Peut-être qu'une partie de la production économique américaine sert à imposer sa puissance militaire et culturelle. Donc le chiffre de 37% est tout à fait discutable, mais ça ne remet pas en cause le concept de PIB gâché. Du coup, l'idée quand même bien répandue de... Alors si tu commences à raisonner comme ça, en allouant uniquement le PIB dépensé dans les choses qui sont dans l'IDH, la santé et l'éducation, quelque chose me dit qu'on n'est pas très bien placé. Copier le modèle américain pour faire de la croissance en France, moyen quoi. Surtout que son étude là, ça prend pas en compte les destructions environnementales qu'il faut aussi réparer. On a déjà parlé dans un épisode il y a 1 an avec l'idée d'un produit intérieur net plutôt que brut. Pour tous les arguments écologiques, je vous renvoie directement à ma vidéo sur la chaîne principale sur le sujet, mais croissance n'est pas synonyme de plus de pollution. Qui cherche à identifier la partie de l'activité économique qui sert plus à réparer les dommages qu'à produire de nouvelles richesses. Finalement, peut-être que la croissance du PIB, c'est pas l'alpha et l'oméga du développement économique. C'est en tout cas l'idée défendue dans le courant de pensée décroissant. Nouveau point d'étape, on commence la vidéo en disant que la dette, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'impôts, parce qu'il n'y a pas assez de croissance. Ensuite, on se pose la question de si au final, est-ce qu'on veut vraiment la rembourser cette dette ? Et on enchaîne avec, bon, au fond, la croissance, ça va. Donc en fait, pour rembourser la dette, on va pas la rembourser quoi. Qui ne dit pas qu'il faut forcément réduire le PIB, mais qui dit qu'il faut s'intéresser à la croissance d'autres indicateurs, peu importe leur impact sur le PIB. Ok, bon, on n'en jette plus, la coupe est pleine, c'est peut-être le moment de conclure. La dette publique se creuse parce qu'on n'a plus la croissance qui permettait d'augmenter les recettes fiscales de manière indolore, sans remettre en question un modèle social qui, c'est le jeu de la démographie, prend de plus en plus de place pour l'instant. On a vu aussi que l'idée de stimuler la croissance en diminuant les recettes fiscales, ça fait des décennies que la France et bien d'autres le font, sans que ce soit un succès. Désolé, je ressors le graphique parce que... On a vu aussi que l'idée de stimuler la croissance en diminuant les recettes fiscales, ça fait des décennies que la France et bien d'autres le font, sans que ce soit un succès. Voilà, désolé. En plus de ça, la croissance des pays riches se concentre dans des entreprises qui nous renvoient vers un passé pas très glorieux, en mode féodalisme, la dépendance aux plateformes, l'extraction d'une rente. Si en plus de ça, le peu de croissance qu'on a provoque des dommages sanitaires ou environnementaux qu'on galère ensuite à réparer quand c'est possible, est-ce qu'il faudrait pas qu'on commence à se poser les bonnes questions ? Alors, on vous voit venir, tout ça c'est très joli, il faudrait sortir du PIB, s'intéresser au bien-être des gens, à l'espérance de vie en bonne santé, à l'éducation, les petits oiseaux, blablabla. Ok les bisounours, mais la dette publique, on la rembourse comment ? Alors, on peut baisser les dépenses publiques, comme c'est proposé depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est une option, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'augmentation des dépenses publiques, c'est principalement le vieillissement de la population, les retraites et les dépenses de santé associées. Si on ne paie pas collectivement via les dépenses publiques, on va payer individuellement.
en mettant des sous de côté pour la retraite et en payant des frais médicaux non remboursés. Oh non, l'horreur, tout mais pas ça. Mais ça, ce sera que pour ceux qui en ont les moyens. Non. Non seulement non, c'est faux, mais en plus ça part du principe erroné que le système par répartition fonctionne. Ce qui n'est pas vrai. Les autres, eh ben quoi, ils auront qu'à crever dans la misère. L'autre option, c'est de revoir le système économique pour qu'il ne dépende pas autant de la croissance pour être à l'équilibre. Pour le coup, ça passe certainement par beaucoup de créativité fiscale, avec des augmentations assez importantes des impôts pour les plus fortunés, sur le patrimoine, qu'il soit financier, professionnel ou immobilier. Il faudra de la créativité fiscale, la créativité en question, taxer les riches et le patrimoine. Waouh! Personne n'y avait pensé à celle-là. Bravo! Si on veut dépendre ni de la dette ni de la croissance, va falloir réduire l'épargne. Et donc, il va falloir réduire les inégalités. Mais là, on parle d'un changement radical, quasi révolutionnaire. Qui a dit ça? J'arrête là leur vidéo, le reste c'est de la promo. Ils répondent pas à la question. 30 minutes pour ne rien dire. Nos gauchistes ont du talent. Je suis passé un peu trop rapidement sur la partie, il y a que ceux qui pourront se le permettre qui le feront. Pour ce qui est des retraites, je le fais assez régulièrement, mais non. Quelqu'un en SMIC cotise à peu près 300 € par mois pour les retraites. Sur une carrière entière avec un taux d'intérêt faible à 5%, il se retrouve avec une meilleure retraite que ce qu'il a aujourd'hui, inflation comprise. Et pour ce qui est de la santé, j'en avais parlé dans une vidéo qui commence à dater un peu, mais quelqu'un au SMIC paye plus cher tous les mois que ce que quelqu'un en Suisse paye en moyenne tous les mois. Donc non, 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 non et non. Il ne suffit pas de faire des belles phrases pour avoir un programme économique qui se tient, il ne suffit pas de citer des sources sans les comprendre, sans les vérifier, sans les analyser pour avoir un programme économique qui se tient. Il ne suffit pas de faire des vidéos d'une demi-heure où tu dénonces ce que tu défends, et inversement. Il suffit d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, il suffit d'un minimum de culture. Cette définition de la bourse, je vais mettre pas mal de temps avant de m'en remettre. Il suffit de ne pas être complètement enfermé dans son idéologie. Si vous me découvrez avec cette vidéo, ou que vous m'avez découvert il y a pas très longtemps, je me cache pas du tout d'être libéral, mais quelles que soient vos convictions politiques, je pense que c'est impossible de regarder cette vidéo en mettant de côté ses biais et se dire que c'est du bon travail. Le nombre incalculable de contradictions, d'approximations et de mensonges tout simplement présents dans cette vidéo, c'est affolant. Si un jour je sors une vidéo de ce calibre, mais je vous en supplie, dites-le moi. Parce que j'ai pas le bel éclairage, j'ai pas le beau studio, j'ai pas la petite plaque YouTube, mais si un jour le fond est aussi désastreux, je vous en supplie vraiment, dites-le moi. Mais voilà, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'aurais peut-être dû m'abstenir de céder à l'algorithme YouTube. Je crois que la vidéo va faire plus d'1 heure, donc déjà merci à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Si vous aimez mon travail et surtout que vous pensez que ça vous apporte vraiment quelque chose, et qu'en plus vous avez un peu d'argent qui traîne, vous pouvez soutenir la chaîne directement monétairement maintenant. Mais bon, après avoir passé un peu trop de temps à détruire du PIB néfaste, il ne me reste plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous, vivement la faillite, et à la prochaine. Le monde s'agite, on prend le temps, on sépare le mouvement du progrès, l'agitation de l'action. Ici on laisse parler le réel.